Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la croisière noire, 25 000 km d'aventure. Dans la mémoire collective, lorsqu'on évoque la croisière noire, on se souvient surtout de l'expédition automobile qui traversa le continent africain du nord au sud entre le 28 octobre 1924 et le 26 juin 1925. Elle avait un double but, faire connaître la marque Citroën et d'ouvrir une ligne régulière motorisée traversant le continent africain. Or, quelques années plus tard, en 1933 exactement, il y a eu une autre croisière noire qu'on n'évoque quasiment jamais. C'est la croisière noire en avion. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En effet, j'ai voulu savoir pourquoi le ministre de l'Air de l'époque a souhaité mettre sur pied cette aventure aérienne. Pourquoi utiliser le Potez 25? Y avait-il un but politique, commercial ou autre? Le ministre de l'Air, Pierre Cotte, s'inspire du raid italien Balbo. En 1926, Italo Balbo est secrétaire d'État à l'aviation et en 1927, il commence à penser à une croisière aérienne dans la Méditerranée occidentale. Après avoir fixé des manœuvres en vol en formation, en longue distance pour les bombardiers, Balbo croit en l'importance de l'aviation de bombardement et dans la guerre aérienne. Je rappelle qu'à cette époque, beaucoup de pays croient à la doctrine de Douhet. Mais revenons à la croisière noire. En réalité, c'est une délicate mission aux buts multiples. Pourquoi? C'est une opération de prestige destinée à montrer le savoir-faire français dans le domaine de l'aéronautique. Qui pour prendre le commandement de cette croisière? Le ministre pense au général Villemain, c'est quelqu'un héroïque de la guerre de 14, un aviateur hors du commun. Les objectifs pour cette croisière sont multiples. Elles sont militaires, industrielles, politiques et économiques. En effet, la portée militaire, c'est récompenser les équipages des corps de troupes, des forces aériennes de terre et de mer, et notion de compétitivité, être le meilleur pour être en mesure de faire des missions similaires. Un objectif matériel, il faut éprouver le matériel sur un long périple en lui demandant un effort considérable, d'où le choix du Potez 25 TOE, et puis c'est une publicité pour les usines Potez, mais aussi pour les motoristes et les équipementiers. Une portée politique, c'est renforcer la présence aéronautique militaire dans les colonies. Et une portée économique, ouverture des lignes commerciales à l'Afrique, sécurité des routes, donc des investissements futurs pour le développement et l'exploitation. Mais il y a des risques. Il n'y a pas d'abri durant les escales, pas d'atelier pour les réparer, pas de pièces de rechange sur la plupart des escales. L'état-major ne souhaite pas traverser la Méditerranée à cause de l'autonomie du Potez 25 et des risques de traverser la mer. Les risques, défaillance technique, défaillance humaine. Alors l'itinéraire va suivre plusieurs routes aériennes militaires. Avec l'accord de l'Espagne, les avions peuvent suivre les routes aériennes civiles françaises, ainsi en éviter les risques inutiles. Le Potez 25 TO, c'est un avion s'équiplant, développé à partir d'un Potez 15. Le prototype vole en 1925. Il est robuste, il est bien connu par tous les équipages. Vous voyez ici en 3 vues. Et vous avez ici le schéma d'aménagement de l'avion Potez 25 TOE. Et je voulais vous montrer cette photo qui est un Potez 25 qui à l'époque était vu au musée de l'air et de l'espace, qui malheureusement n'est plus accessible en ce moment. Peut-être qu'on le reverra dans un avenir proche, je l'espère, où on pouvait voir le Potez 25 bien détaillé. Est-ce que c'est un avion de série? Non, pas vraiment. Il y a quelques modifications. Il a un filtre supplémentaire, chemise d'eau des cylindres moteurs, canalisation remplacée par des durites en caoutchouc à armature métallique, un système de freinage sur les roues, un second pare-brise pour le poste arrière qui recevait un aménagement différent, radicalement de celui de l'avion de série, même siège devant et derrière, et une double commande débrayable. L'équipement spécifique en fonction des qualifications et de son équipage, c'est-à-dire si c'est le navigateur, radionavigateur, photographe, mécanicien, etc. Là, vous avez quelques dessins de modifications faites et signés par le futur général Bousca, j'y viendrai un peu plus loin.
et aussi des modifications de réservoirs d'eau et de coffres d'outillage. Chaque avion possède une TSF, c'est une transmission sans fil. Elle est alimentée par une génératrice électrique entraînée par un molinet aérodynamique que vous voyez ici en photo. Les avions du général Villemain et du lieutenant-colonel Givrier disposent d'une radio permettant indistinctement des liaisons avec les autres avions ou les stations terrestres. L'équipement pour l'équipage, on rajoute 2 réservoirs d'eau potable, 60 ou 80 litres, ça dépend de la source. Il y en a qui disent 60, d'autres disent 80, donc je vous laisse le choix, je n'ai pas pu trancher. 4 valises, effets personnels de l'équipage, équipement utilisé lors des escales, outillage, pièces de rechange, sac vide à remplir pour l'arrimage de l'avion, housse, habitacle et moteur, pompe à main pour le plein d'essence, matériel de secours, panneau de détresse, 30 jours de vive, mousqueton avec munitions et 2 trousses sanitaires. Les équipages, 30 équipages de 2 hommes, 28 pour la société Pothèse. J'y viendrai un peu plus loin. En fait, il manque le capitaine Casabonne et le sergent Marquis, et le 4 bleu, lieutenant de vaisseau Chassin, et le premier maître Guilaine. L'articulation, c'est 2 groupes de 2 escadrilles à 6 avions, et une cellule de commandement, et une cellule haut-le-pied. En spar, 3 avions et un équipage. Tous les avions sont regroupés en cellules de 3, y compris dans les escadrilles. 4 équipages viennent de l'aéronautique navale. Donc, vous voyez ici l'organigramme. J'ai mis en vert 3 personnes qui sont 3 futurs chefs d'état-major de l'armée de l'air. Le général Villemain, qui est connu, le colonel Bousca, qui sera le premier chef d'état-major de l'armée de l'air à la fusion après l'opération Torque en 1942, donc le général Bousca, futur général Bousca, et le capitaine Gérardot, qui est le général Gérardot, commandant le premier CAF, voir ma vidéo sur le premier corps aérien français, et il sera aussi chef d'état-major de l'armée de l'air. Voici les membres d'équipage, donc je ne vais pas tous les lire, je vous montre quelques-uns. Donc le général Villemain, le capitaine Orselli, le colonel Bousca, qui est le commandant second de cette expédition, l'adjudant-chef Trich, etc., etc. Ici, vous avez le premier groupe. Je viendrai tout à l'heure pour parler des cocottes et des couleurs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de photos du capitaine Gérardot et du général Gérardot si vous préférez. Et là, on le voit en capitaine avec les mains dans les poches, c'est le numéro 3. Donc j'ai trouvé cette photo très intéressante. Ici, le premier groupe, donc avec le commandant de lettres, etc. Le deuxième groupe, cocotte bleue, j'y reviendrai aussi un peu plus loin. Toujours le deuxième groupe, mais la 4e escadrille, avec le commandant de Turenne, qui est aussi très connu. Au deuxième groupe, 4e escadrille, avec le commandant Pelletier-Doisy, qui est aussi très connu dans le domaine de l'aéronautique. Donc maintenant, il faut se préparer pour y aller. Donc les préparatifs, c'est trouver des terrains d'escale en mesure de recevoir 30 appareils, ou 28, ça sera même 28, assurer le ravitaillement dans un temps contraint, dans les meilleures conditions, assurer la sécurité du voyage, installer un réseau de radiotélégraphie entre les différents terrains, être capable de communiquer avec les avions, être capable de réparer les avions sans pour autant appauvrir le matériel des parcs d'aviation des unités locales. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver sur place et on ne va pas réparer en prenant des pièces sur d'autres avions des unités en place. Donc là, vous avez les photos des préparatifs. Donc tout ça, ça sort de fascicules faits par l'usine Pothèse. Ici, d'autres photos très intéressantes de la préparation. Le problème, un des plus gros problèmes, c'est le remplissage simultané des réservoirs. Solution 1, mettre des réserves de combustible divisées sur les terrains. Et la solution 2, doter les avions de pompes et de filtres décanteurs individuels. C'est ce qui sera fait. Là, quelquefois, il y a déjà des camions citernes, donc c'est plus facile à alimenter. Je venais tout à l'heure de vous parler des insignes. À l'origine, la cocotte, elle vient de l'escadrille numéro 11, où le général Villemain a commandé lors de la Première Guerre mondiale. L'origine de l'insigne date de juillet 1916, elle représente une cocotte rouge, son choix relève d'une tortueuse association d'idées, dont le lieutenant d'Anglejean est à l'origine. Ce dernier remarque sur un camion 2 cocottes jaunes peintes sur ses flancs.
Il évoque le fait que les poulets, c'est un mot vulgaire vulgaire entre parenthèses, pour parler des policiers, vont toujours par deux, et que, à leur vue, on s'exclame souvent 22 v'là les flics. Le numéro de l'escadrille étant la moitié de ce nombre, alors une seule cocotte est adoptée, et rouge afin d'être visible et l'œil regardant vers l'arrière, afin de surveiller le secteur d'où vient la menace dans les airs. Donc, comme le général Villemain a commandé cette unité, il a décidé que les potesses porteront les couleurs de son escadrille. Le groupe de tête arbore une couleur rouge, le premier groupe est cocotte blanche et le second une bleue. Les trois couleurs sont évidemment pour représenter les couleurs de la France. On y va pour la croisière? C'est parti. Donc le général Villemain reçoit tout le monde et fait le dernier débrief avant de partir. Première étape, l'Espagne. Nous sommes le 8 novembre 1933, au départ d'Istres, l'escadre reçoit la première marque de sollicitude et de solidarité aérienne. En effet, un avion d'Air France, qui effectue le trajet Marseille-Barcelone, télégraphie en vol les conditions atmosphériques. Cette étape débute par un plafond de 1000 mètres et le survol des Pyrénées et la côte espagnole. Malgré une facilité de navigation, peut s'avérer être une région dangereuse en cas d'atterrissage d'urgence. L'hypothèse du capitaine Casabonne et du sergent Marquis ne résiste pas aux bosses et autres nids de poules du terrain. L'avion est cassé, l'équipage abandonne. Le deuxième incident est le cheval de bois à Rabat du lieutenant de vaisseau Chassin. Deuxième étape, Rabat. Pour la deuxième étape, au voisinage de Gibraltar, l'absence de visibilité gêne considérablement le vol de groupe. Il y a pluie à Tanger, et de Tanger à Rabat, des rafales de vent, debout, retardent les appareils et obligent les pilotes à un effort constant. Troisième étape. Troisième étape est particulièrement difficile. L'escadre doit survoler à 3300 mètres la plus haute région de l'Atlas, masquée par les nuages. Les monts ne se découvrent qu'à bout d'Enib. Autre escale, direction Adrar. L'altitude de vol, 1200 mètres. Première liaison radiotélégraphique bilatérale entre l'avion du général Villemain et les postes sud-sahariens. Avec l'apparition du sable sur le terrain, les atterrissages et les décollages en vol de groupe deviennent très délicats. Les premiers appareils soulevant immédiatement un épais nuage de sable. Quatrième étape, le 12 novembre 1933. Cinquième étape, direction Bidon 5. L'escadre suit par beau temps la piste des caravanes et le général Villemain a fait jalonner tous les 10 km de maisonnettes blanches en tôle. Prochaine étape, direction Gao. Le décollage de Bidon 5 s'effectue dans une brume de sable très intense, visibilité nulle jusqu'à 2000 mètres. Le général Villemain effectue le groupement de son escadre au-dessus de cette altitude et grâce à ses qualités remarquables de navigateur et de sa connaissance étendue de la région, la conduit sans encombre à Gao, bien que sur 200 km, la piste soit à peine visible. Prochaine étape. C'est un vol sans surprise entre Gao et Mopti. Direction Bamako. Bamako, le voyage est captivant, l'escadre survole les monts du Hambori, la visibilité sur le Niger est réduite suite à l'apparition d'une brume sèche. Neuvième étape, 19 novembre 1933, Bamako, Kayes. Direction Dakar. Le temps est couvert, les nuages sont bas à l'arrivée, grains à l'arrivée à Dakar. Direction Saint-Louis. Malgré qu'il soit prévu de séjourner à Dakar, avec l'apparition de quelques cas de fièvre, l'escadre se dirige vers Saint-Louis. Le temps est couvert et les nuages sont bas, l'hypothèse vole à 400 mètres et grain à l'arrivée.
Et on retourne à Caillès. Plafond de nuages à 2000 mètres, un fort vent de boue gêne la marche des appareils. La navigation est facile le long du fleuve Sénégal. Prochaine étape, Ségou. Un vol sans histoire. Prochaine étape, Ouagadougou. Le ciel est resplendissant. Prochaine étape, Niamey. Toujours un ciel splendide, vol sans incident. Prochaine étape, Zinder. Malgré un ciel rayonnant, le vent est bien présent. Afin d'éviter le vent, le général Villemain décide d'une altitude de vol qui s'avère judicieuse. En effet, l'escadre franchit sans escale les 850 km de l'étape. Autre étape, Fort-Lamy. Alors, le sultan de Zinder, avec son escorte de 5000 cavaliers, assiste au départ. Le service sanitaire, craignant la fièvre jaune, passe les avions au flybox avant le décollage. L'escadre survole le lac Tchad avant d'atterrir à Fort-Lamy. C'est N'Djamena maintenant. Prochaine étape, Fort Archambault. Donc brume et nuages élevés, l'escadre est précédée par monsieur le gouverneur par intérim de l'Afrique équatoriale française, Alfassa. Il prend place dans l'avion du capitaine Michel. Autre étape, Bangui. L'escadre vole entre deux couches de nuages, la couche supérieure élevée et continue, la couche inférieure intermittente permettent de vérifier la navigation. Allez, on repart dans l'autre sens. La présence des nuages bas oblige à retarder le départ, l'escadre décolle sous un plafond de 400 mètres. Allez, on remonte. Fort-Lamy. Au cours de cette étape, une cellule retardée par des ennuis mécaniques reste en liaison radiotélégraphique avec l'escadre et communique à celle-ci sa position tandis qu'elle la rejoint. Allez, on remonte encore. Le ciel est resplendissant, vol sans histoire. On remonte. Direction Niamey. Le ciel est super beau, rien à redire, vol sans histoire. On remonte. Direction Gao. Particulièrement au cours de ces deux étapes, le nouveau service météorologique du Niger communique en vol de nombreux renseignements à l'escadre, facilitant la marche de celle-ci. On continue. Direction Bidon 5. En une seule journée, l'escadre traverse le Sahara sur une distance de 1300 km. Grâce au choix judicieux de l'altitude de vol, les avions profitent d'un fort vent arrière et parcourent cette étape à la vitesse moyenne quand même de 200 km/h. On remonte encore. Direction Adrar. Un vol sans histoire. Cette fois-ci, on bifurque à l'est. Et c'est parti. On arrive à El Golea. Les nuages sont à 3500 mètres. L'escadre, par un vent violent, parcourt cette étape à la vitesse moyenne de 200 km/h. À la fin du parcours, le vent soulevant des nuages de sable, la visibilité est quand même très médiocre. Mais on y arrive sans encombre. On continue, toujours à l'est. Au nord-est, pardon. Alors, on arrive à Tougour, l'étape est pénible, le vent soulève des tornades de sable dont la vitesse atteint par moments 100 km/h. La vitesse des avions en profite néanmoins et atteint une moyenne de 220 km/h. Et on continue, direction Tunis. Alors les brumes de sable rencontrées jusqu'à Kairouan limitent la visibilité de quelques kilomètres. Maintenant, direction l'ouest, Alger. La visibilité est excellente, le plafond est à 3000 mètres. On continue, toujours à l'ouest. Et on arrive à Oran. Afin de marquer le coup, la ville d'Alger est survolée en groupe, colonne double, puis le massif sud de Zakar est survolé à 1300 mètres. L'escadre peut ainsi admirer les sommets recouverts de neige. Dans la vallée de Chérif, l'altitude de vol, par suite de la présence des nuages, ne dépasse pas 800 mètres.
On continue. Direction Meknès. C'est un vol sans histoire. Et maintenant, on monte. Direction l'Espagne. On désarme les avions au départ de Meknès. Le ciel est splendide sur l'Espagne. Et on remonte. Direction Istres. Le vol jusqu'aux Pyrénées est sous un ciel rayonnant. Arrivant en France, les nuages ne sont plus qu'à 400 mètres. Et l'escadre rejoint Istres en survolant la mer à 50 mètres. C'est bas, c'est très bas même. Arrive Noël, c'est les permissions. Tout le monde rentre chez soi et on se retrouve après Noël. 1934, c'est parti. Alors en 1934, tout de suite, on part de Marseille, direction Lyon. Il fait super beau et au-dessus de la vallée du Rhône, à partir de Vienne, un plafond bas oblige l'escadre à se diviser. L'atterrissage à Lyon se fait dans la brume. Là, vous avez une photo des hypothèses qui sont à Lyon-Bron. Maintenant, direction Paris. Pas tout à fait. On va à Étampes plus particulièrement. Les nuages forment un plafond entre 400 et 500 mètres. Le général Villemain décide de franchir avec l'escadre les monts du Lyonnais entre 1500 et 2000 mètres, puis de gagner la région de Vichy-Montluçon qui est dégagée. L'escadre, passant sous la couche de nuages au sud de Moulins, atteint Étampes à une altitude basse, moins de 80 mètres. Imaginez-vous 28 hypothèses 25 volées à 80 mètres du sol jusqu'à Étampes. De nos jours, ça serait quasiment impossible. Allez, Étampes, direction Le Bourget. Le vent violent gêne considérablement le vol de groupe. Par mesure de prudence, le général Villemain décommande l'escorte aérienne qui devait l'accompagner pendant le survol de Paris. Ils sont accueillis par le président de la République, M. Albert Lebrun. Il y aura un défilé place de l'Opéra. Le président de la République remettra plus tard au général Villemain les insignes de Grande Croix de la Légion d'honneur. Une plaque commémorative nominative est remise à chacun des participants. Et là, par exemple, vous avez un carton d'une réception à l'hôtel de ville, une invitation, précédée d'une préparation minutieuse et d'un entraînement sérieux, bien qu'un peu hâtif. Le départ de l'escadre eut lieu à Istres le 8 novembre 1933. Le 24 décembre, la mission est accomplie. Les équipages regagnent la Provence après avoir scrupuleusement suivi le programme fixé. Les équipages ont ainsi démontré leur professionnalisme et Potez démontra que son avion était un avion fiable. Potez voyait plus loin avec son Potez 39, digne successeur du Potez 25, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci, au revoir.